Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h à Karangana, dans la région de Koutia, à la même heure à Sévaris. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. L'actualité, première édition d'ici mardi 19 novembre 2024. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ 16 degrés ce matin, journée ensoleillée, un peu de vent, 14 km à l'heure, humidité 16% et la maximale attendue est de 35 degrés. Le journal Sidiki Dambélé. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement de 2 projets d'envergure dans la région de Mopti, 9 milliards de francs CFA pour améliorer la résilience de 85 000 éleveurs et l'employabilité de 4 000 jeunes, des projets lancés par 2 membres du gouvernement. On fera le point avec nos équipes régionales de Mopti. À suivre l'actualité dans les autres pays de l'AIS au Niger, les ministres de l'Éducation ont fait le tour de certaines écoles pour voir les conditions d'études et de travail. Et au Burkina, c'est un nouveau livre sur l'AIS qui vient d'être lancé. Son titre, AIS, chronique d'une audacieuse marche. C'est un essai de 119 pages à découvrir avec nos confrères de Radio Burkina. L'actualité internationale à suivre avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce mardi? En Tanzanie, les recherches de survivants continuent après l'effondrement d'un immeuble qui a fait 16 morts à Dar es Salaam. Au Burundi, 41% des prisonniers seront libérés pour désengorger les prisons selon une décision du président de la République. En Turquie, des membres du corps médical sont jugés pour la mort de plusieurs bébés. Voilà les nouvelles parmi tant d'autres que nous allons développer ensemble ce matin. C'est Sidiki Dambélé. Développement à suivre. À suivre également la chronique initiative citoyenne Ousmane Dao qui nous ouvre ce matin les portes de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Son objectif, aider les populations dans des actions de développement. Enfin, la page d'export, c'est l'affaire de l'athlète Sergatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sergatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Éliminatoire CAN Maroc 2025, les aigles du Mali, qualifiés pour la grande fête du football africain, veulent finir en beauté cette campagne ici à Bamako avec la réception d'Eswatini cet après-midi au stade du 26 mars. Et pour boucler cette page des sports, vous aurez droit à la rubrique insolite du jour. Aujourd'hui, nous allons voyager hors du continent. Et voilà pour le sommaire. Les juniors, juste 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Améliorer la résilience des 85 000 éleveurs et agro-éleveurs et l'employabilité des 4 000 jeunes, tels sont entre autres objectifs du programme Partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par le secteur privé participé et du programme d'appui au secteur de l'élevage PASSEM 2. 2 programmes qui viennent d'être lancés par les ministres de l'entrepreneuriat national et de la formation professionnelle et son collègue de l'élevage et de la pêche dans la région de Mopti. Les 2 projets sont dotés d'une enveloppe de 9 milliards de francs CFA. Au thème Mopti, le reportage de Oumar Maïga de notre bureau régional. Le lancement conjoint dans la Venise malienne Mopti du partenariat pour l'insertion via les compétences impulsées par les secteurs privés et de la seconde phase du programme d'appui au secteur de l'élevage au Mali PASSEM 2 est une initiative du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle et celui de l'élevage et de la pêche en partenariat avec le bureau de la coopération suisse et agence consulaire au Mali. 2 programmes qui s'inscrivent dans les priorités nationales définies dans le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable. Abdoul Karim Tembine, secrétaire général du conseil régional de Mopti. Cette coopération dynamique a permis aux 3 conseils régionaux de promouvoir leur rôle central de pilotage et de coordination du développement économique régional. Jean-Michel Lima, chef de coopération suppléant du bureau de la coopération suisse au Mali. Ces projets, avec un budget combiné de près de 9 milliards de francs CFA, traduisent notre engagement à renforcer la résilience des populations et à ouvrir des perspectives d'emploi durables aux jeunes.
Il vise d'une part à former 4 000 jeunes dans les métiers en demande, à accompagner 85 000 éleveurs et agro-éleveurs dans les régions de Mopti, Gao et Tombouctou. Le programme PASSEM 2 et participe vise à soutenir les efforts du gouvernement dans les sous-secteurs de l'élevage qui représentent 15% du produit intérieur brut et la formation professionnelle pour l'emploi. Dr Moussa Mamadou Diallo, président du conseil patronal de Mopti. La croissance démographique exige de notre part des solutions innovantes pour offrir aux nouvelles générations des perspectives de revenus stables et décents. Youba Ba, ministre de l'élevage et de la pêche. Le programme vise à améliorer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs des régions prioritaires d'intervention, à savoir Mopti, Tombouctou et Gao, évoluant dans les chaînes de valeur compétitives des filières bétail-viande et lait. Lancé pour une durée de 4 ans avec environ 9 milliards de francs CFA, l'atteinte des résultats passe par deux objectifs spécifiques complémentaires. Bagayou Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le soutien à la co-création, au cofinancement et à la co-exécution d'une offre de formation duale au-delà des métiers artisanaux et qui répond aux aspirations des jeunes, aux collectivités territoriales et au secteur privé local. Le renforcement de la décentralisation et du pilotage de la formation professionnelle avec une implication effective du secteur privé dans la gouvernance stratégique de la formation. Les programmes PASSEM 2 et le participe viennent renforcer les conditions de vie des populations pastorales ainsi que l'employabilité des jeunes dans un contexte de changement climatique et d'insécurité. Mopti, Oumar Meiga et Suleiman Topsigé pour l'ORTM. Parlons environnement, les enjeux de la sécurité climatique au Sahel au cœur d'un panel à Bakou à la conférence des partis. Panel animé par les ministres de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en présence de ses pairs du Burkina Faso, du Tchad, de la Guinée, de la Mauritanie et du Sénégal. Occasion pour les ministres d'informer les participants sur la portée et les mécanismes de mise en œuvre de la déclaration de Bamako sur la sécurité climatique au Sahel. Les points avec nos envoyés spéciaux à Bakou, Aloussine Touré et Abouakar Traoré. Le 11 novembre 2023 s'est tenu à Bamako le premier forum sur le Nexus Climat, Paix et Sécurité au Sahel. Cette rencontre a abouti à une déclaration appelée Déclaration de Bamako. À travers cette déclaration, les 150 parties prenantes se sont engagées à trouver des solutions innovantes et des mécanismes de financement pour la résolution des problèmes liés à la sécurité climatique. Mamadou Samake, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. L'objectif principal, naturellement, était de sensibiliser les pays de la région du Sahel et les partenaires sur ces concepts de sécurité climatique, qui est un nouveau concept aujourd'hui, et de mobiliser les acteurs, les différents acteurs nationaux, régionaux ou internationaux, afin de mieux harmoniser et organiser les actions conjointes et pour faire face à ces défis auxquels nous sommes confrontés. Et plus spécifiquement, il s'agissait de poser le problème, de faire l'état des lieux, parce qu'il y a des chercheurs qui travaillent sur les différents problèmes. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les conflits communautaires, sur la paix. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les aspects sécurité. Il y a des chercheurs qui travaillent sur les composantes, tout ce qui est changement climatique, ses implications, tout ça. Donc il fallait rassembler tous ces beaux mondes-là pour qu'on puisse réfléchir ensemble et avoir une vision commune et sortir des perspectives à partir des implications, des interactions entre les différents phénomènes, afin de persuader les décideurs pour pouvoir prendre ces problèmes à bras le corps. Ça, c'était le premier objectif spécifique que nous cherchions à travers ces forums. Ensuite, pour pouvoir aboutir à la suite, à l'engagement politique, il fallait d'abord convaincre, faire l'état de lieu, poser le problème avec des éléments scientifiques, des données scientifiques. Donc ça, c'était la première chose, et ce qui devait nous permettre d'aboutir à l'engagement politique. Au terme des échanges, les différents ministres présents ont fait le point d'avancement du processus à leur niveau et ont réaffirmé leur attachement à l'esprit de la dite déclaration. D'autres sujets, comme le lieu de la prochaine édition du Forum sur la sécurité climatique, ont été également discutés. Bakou, Alousseni Touré, Abouakar Traoré pour l'ORTM. AES, actualité.
Direction d'abord le Burkina, l'univers de la littérature engagée orienté vers la dynamique de la souveraineté des pays du Sahel s'enrichit d'une nouvelle œuvre. L'auteur Amadé Adama Soro vient de publier son 3e ouvrage intitulé AES, chronique d'une audacieuse marche. Cet essai de 119 pages explore des thématiques d'actualité liées aux actions des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, tout en soulignant les efforts pour renforcer la souveraineté et l'autonomie des pays concernés. La dédicace du livre a eu lieu à Ouagadougou. Les précisions avec Brice Kientinga de Radio Burkina. L'œuvre AES chronique d'une audacieuse marche invite à l'action pour bâtir un Sahel plus juste, plus prospère et plus résilient. L'auteur appelle à investir dans des secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation et la culture, tout en soutenant les initiatives de l'Alliance des États du Sahel. Amadé Adama Soro. On peut dire que c'est un thème unique puisque c'est l'AES avec des sous-thèmes. Des sous-thèmes qui ont des rapports avec le socle, que nous avons appelé les 3 socles, à savoir l'indépendance, la souveraineté, mais aussi la préservation des intérêts supérieurs des 3 nations. À travers ces pages, Amadé Adama Soro documente les actions des dirigeants de l'AES en les érigeant en repère pour accompagner les pays membres vers une souveraineté totale. Pour implémenter ce socle-là, il faut un ensemble, n'est-ce pas, d'outils. Et ces outils-là, on peut les qualifier de ce que j'ai appelé les 3 M. Les 3 M, c'est quoi? C'est la mobilisation populaire, le matraquage médiatique et les médiations sans frontières. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un socle sur lequel on peut s'appuyer pour se projeter vers l'avenir. Porté par une vision optimiste, Amadé Adama Soro exprime son espoir de voir l'Alliance devenir un acteur majeur de la géopolitique régionale et internationale. L'œuvre AES chronique d'une audacieuse marche est disponible dans les rayons littéraires au prix de 5 000 francs CFA. Livre à lire, absolument. Au Niger, le ministre en charge de l'éducation nationale, le docteur Elisabeth... Au Niger, le ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, était hier au niveau de certaines écoles primaires de Niamey. Objectif, s'enquérir des conditions d'études et de travail du personnel. Il a également assisté à la montée des couleurs dans ces écoles. Le compte rendu est signé Abdul Nasser Larabou et Kirimoun de Radio Niger. Cette sortie de la ministre en charge de l'éducation nationale qu'accompagnent ses plus proches collaborateurs au niveau des écoles primaires citées Caisse 1 et 2 entre dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école qui vise à assister à la montée des couleurs dans les établissements de la capitale. Au cours de cette sortie, la ministre en charge de l'éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, s'est enquis des conditions de travail des instituteurs dans cette école qui fut créée le 1er octobre 1989, auparavant dénommée École Cité Caisse et qui fut également scindée en 2006 en Cité Caisse 1 et 2 avec un total de 737 élèves dont 328 filles. Après un accueil empreint de chaleur qui lui a été réservé ainsi qu'une brève présentation de la dite école, la ministre en charge de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Dr Elisabeth Chérif, a dans un franc-parler remercié ses instituteurs pour leur abnégation et leur accueil chaleureux avant de les encourager à plus de persévérance dans leur noble tâche. Après des échanges fructueux avec les responsables de ces écoles primaires, une remise des témoignages de satisfaction à plusieurs cadres du ministère de l'Éducation ainsi qu'une visite des classes ont sanctionné la fin de cette visite. L'actualité première édition d'ici mardi 19 novembre 2024. Merci de votre fidélité sans faille à Radio Mali. Nous bouclons ainsi la première partie de cette édition. Rassurez-vous, vous n'avez pas tout raté. Dans la deuxième partie, nous allons voir l'essentiel de l'actualité internationale avec Batraoré. Un tour d'horizon qui nous conduit en Tanzanie, au Burundi, au Soudan et en Turquie, Batraoré. Oui, en Turquie, des membres du corps médical sont jugés pour la mort de plusieurs bébés sénégalais. Les développements tout de suite. À suivre la chronique Initiative citoyenne Ousmane Daou qui nous amène ce matin à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Enfin, nous allons développer l'actualité des sports avec l'athlète de jour et de nuit, Sragatou Cissé.
On va parler de foot, essentiellement des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et terminé par l'insolite du jour. Sargato, c'est l'histoire d'un arbitre. D'un arbitre. C'est ça. Ça va se savoir. Qui va rater ça? Personne. Mais l'actualité, 7h15 à Kimparana. Et oui, au Soudan, le choléra frappe encore et en plein cœur du conflit, près de 700 morts, Batraouri. Oui, le Soudan fait face à une épidémie de choléra qui a déjà coûté la vie à près de 700 personnes et infecté plus de 24 000 autres. Cette maladie hautement contagieuse touche aujourd'hui 11 des 18 États du Soudan et les autorités sanitaires sont confrontées à un défi de taille. En Tanzanie, au moins 16 morts dans l'effondrement d'un immeuble à Dar es Salaam. Les efforts de secours sur le site de l'effondrement d'un immeuble qui a tué au moins 16 personnes dans la capitale économique de la Tanzanie sont entrés hier dans leur 3e jour. Le premier ministre tanzanien Kassim Majaliwa a assisté à certains des enterrements après avoir visité le site de l'effondrement. Il a déclaré que les opérations de secours se poursuivraient jour et nuit jusqu'à ce que toutes les personnes coincées soient retrouvées. Au Burundi, libération de 41% des prisonniers. Vous savez pourquoi? Pour désengorger les prisons. Oui, 477 détenus burundais ont été libérés de la prison de Murambuya dans le cadre d'une mesure de désengorgement des centres de détention du pays. C'est ce qu'a ordonné le président de la République, Évariste Ndayishimiye. La procédure concerne toutes les personnes incarcérées pour des délits mineurs. Sur un total de 13 211 prisonniers, 5 442 seront libérés, soit 41% de la population carcérale. En Turquie, du personnel médical jugé pour la mort de plusieurs bébés. Vraiment dommage. Effectivement, 47 personnes sont jugées en Turquie pour avoir causé la mort de 10 nourrissons dans le cadre d'un système présumé de fraude à la sécurité sociale. Parmi les accusés se trouvent des médecins, des infirmières et un ambulancier. Les procureurs du procès qui s'est ouvert hier à Istanbul affirment que les accusés ont falsifié des rapports pour faire paraître l'état des bébés plus grave dans le but d'obtenir des paiements de la part des institutions de sécurité sociale. Et la Russie qui bloque une résolution de l'ONU sur le Soudan. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a échoué hier à adopter une résolution visant à protéger les civils au Soudan en raison du veto exercé par la Russie. Cette situation a provoqué une vive réaction du Royaume-Uni qui avait porté la résolution avec le soutien de la Sierra Leone. L'ambassadeur de la Russie aux Nations Unies, Polanski, a insisté sur le fait que le gouvernement soudanais devait être seul et responsable des décisions concernant la protection des civils et l'invitation des forces étrangères. Sidi Dameli. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servi. Et bonjour Sargato Sissi. Et bonjour Sidi Dameli. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h18 à Sekuna, cercle de Sagabari, région de Kita. On se retrouve juste après les jingles. Et oui, éliminatoire CAN Maroc 2025, les Aigles accueillent ce mardi les Swatini au compte de la 6e et dernière journée du groupe I. Oui, coup d'envoi 16h temps universel au stade du Versima. Les Aigles du Mali, déjà qualifiés avec 11 points, ne peuvent plus être rejoints par le duo Mozambique 8 points, Guinée-Bissau 5 points. Ces deux équipes s'affrontent d'ailleurs à Bissau à partir de 16h temps universel dans une sorte de finale. Un nul suffit au Mozambique, tandis que la Guinée-Bissau a obligation de s'imposer pour se qualifier. Les Aigles, sous l'impulsion du sélectionneur Tom Saint-Fit, entendent terminer en apothéose cette campagne. Bonne chance à nos Aigles. Plusieurs rencontres sont au programme en clôture de ces éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Oui, avec des enjeux, notamment dans le groupe C. La deuxième place se disputera à distance entre le Botswana, deuxième 7 points, le Cap-Vert, 3e 4 points, et la Mauritanie, 4e 4 points. À suivre les oppositions Égypte-Botswana et Mauritanie-Cap-Vert. Dans le groupe H, le second ticket se joue entre la Tanzanie, 7 points, et la Guinée, 7 points, mais plus 4 au goal average. Notez les rencontres suivantes. Cameroun, Zimbabwe, Kenya, Namibie, Côte d'Ivoire, Tchad, Sierra Leone, Zambie et RD Congo, Éthiopie. Et hier, 2 pays qualifiés s'ajoutent à la liste. Il s'agit du Bénin et du Soudan. Ils s'ajoutent à la liste des pays qualifiés au nombre de 21. Le Maroc, pays organisateur, le Mali, l'Algérie, l'Angola, le Burkina Faso,
le Cameroun, les Comores, le Sénégal, la RD Congo, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Tunisie, le Nigeria, la Zambie et le Zimbabwe. Il reste 3 places à prendre pour compléter la liste des qualifiés à 24. Merci Sragatou. L'insolite du jour. Oui, l'insolite du jour, Sragatou. La scène se passe en Argentine. Un arbitre joue au ballon. Quoi? Non, de Dieu. Un arbitre joue au ballon en plein match, Sragatou. Et sous les applaudissements du public. Vous étiez là? Racontez-nous tout, Sragatou. Vous avez tout vu. Racontez-nous tout. Alors, dans ce match de foot en Argentine, un arbitre ancien joueur de surcroît, le temps de donner le coup d'envoi, a éclipsé les autres joueurs en arrangeant son sifflet en poche. L'arbitre, on le connaît quand même, mais il siffle. Oui. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Après 15 minutes de jeu, les supporters assistent à une scène réaliste. Un ballon arrive à son niveau. Et surprise, l'arbitre se jette sur le joueur et récupère le cuir. Comme s'il était joueur tout à fait. Alors, les supporters et le joueur pensaient à un cirque. Il n'en est rien. Le jeu reprend. Sur une belle action de but enclenchée par une équipe, l'arbitre tacle violemment un joueur. Quoi? Pour mettre fin aux actions de la vedette du jour, les 22 acteurs décident de quitter la pelouse. L'arbitre central a attendu la sortie du dernier joueur, saluant ses supporters pour siffler la fin du match. Il a oublié le sifflet ou quoi? Il a juste récupéré le sifflet dans sa poche. Initiative citoyenne. Le développement humain. Que chacun joue son rôle. L'arbitre siffle, les joueurs jouent. Sacré Sragatou Sissi. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous amène à la découverte de l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa. Association qui se fixe comme objectif d'aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel et plus particulièrement favoriser l'autosuffisance en eau, l'autosuffisance alimentaire, l'accès aux soins de santé primaire et l'éducation des enfants. Voyons tout cela avec Ousmane Daou. Située dans le cercle de Kenyeba, région d'Ekaï, la commune de Faléa est constituée de 21 villages avec une population de 19 000 habitants. Cependant, la localité est freinée dans son développement par l'enclavement, la pollution du cours d'eau Falémé et l'orpaillage illégal. C'est pour pallier ces difficultés que l'association des acteurs engagés pour le développement de Faléa a vu le jour avec comme objectif aider les populations locales. Aladji Keïta est le président de l'association. Après la création de l'association, nous nous sommes lancés dans plusieurs activités, des activités rémunératrices pour la population. Dans un premier temps, on a mené à peu près une trentaine de femmes pour la formation, pour la transformation agroalimentaire. Après leur formation, on a cherché encore des hectares pour aménager afin qu'ils puissent faire leur culture et la transformation en même temps pour éviter les conséquences de leur paillage. Et dans un second temps, on a amené ensuite une trentaine de jeunes au niveau du centre de Sibi et ceux-ci aussi ont été formés dans l'élevage bovine et présentement nous sommes en train d'aménager un terrain afin qu'ils puissent l'élevage et en même temps la vaccination aussi des animaux. Et on avait un bac qui assurait la traversée du fleuve Falémé. C'était en panne depuis plusieurs années, donc l'association même a assuré la rénovation dont le coût est jusqu'à une trentaine de millions. Ça fait plus de 3 ans, on est coupé du reste du Mali à cause du manque de ponts, parce que la commune est une commune grande derrière le fleuve Falémé où il n'y a même pas un pont qui le relie. S'il est vrai que le but premier de l'association est de participer au bien-être et à l'amélioration des conditions de vie des populations, elle est souvent confrontée à des difficultés qui peuvent être un frein, notamment les préjugés. Il n'y a pas un travail sans difficulté. Une fois que vous entamez un travail, d'abord vous passez par la sensibilisation. Il y a des gens qui sont là, ils sont là à saboter. Il y a d'autres qui vraiment qui accueillent favorablement. Donc d'autres disent bon, ces gens-là, donc ils sont en train de bouger, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Ils veulent être maire, ils veulent être député, ils veulent être président. Voilà, tout le monde dit c'est son opinion, quoi. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde dit son opinion. Mais au-delà de ça, nous on sait réellement aujourd'hui, grâce à nos actions, aujourd'hui on peut dire alhamdulillah c'est nous.
Certes, les efforts des jeunes engagés de Faléa ne sont pas souvent reconnus à juste titre. Il ne manque pas d'initiative en mettant la main à la poche pour que Faléa ne puisse pas être oublié. On s'impose des cotisations. À l'avenir, ce que nous envisageons de faire, puisque aujourd'hui, grâce à notre dévouement, on a pu faire face à quelques difficultés. Mais dans l'avenir, aujourd'hui, il y a le défi sanitaire, il y a la santé quand même, pratiquement il n'y en a pas. Il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas d'équipement sanitaire adéquat. Dans ces derniers temps, nous sommes en train de démarcher les autorités compétentes. Et au-delà de ça, aujourd'hui, nous sommes encore sur un projet à Faléa. Il y a la terre cultivable. Il y a des zones qui sont dédiées uniquement à leur paillage. Donc maintenant, on a noué les partenariats avec les centres de Sibi. Donc maintenant, dans les jours à venir, nous comptons présenter ça aux partenaires étrangers afin qu'ils puissent nous aider à investir dans notre contrée. Aider la population dans les actions de développement économique et socio-culturel avec une autosuffisance alimentaire en menant des activités génératrices de revenus sont les motivations de ces jeunes, comme pour dire que c'est ensemble qu'on va loin. Merci Ousmane Daou. Et c'est communiqué déposé à notre rédaction suite à des propos et accusations tenus par le président du M5 RFI et Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga contre les autorités de la transition. Le samedi dernier au CICB, nous avons reçu des communiqués de condamnation. Ainsi, le mouvement pour la résistance citoyenne s'insurge contre les tentatives de dénigrement des autorités de la transition du Mali. Il exprime sa vive désapprobation à ces déclarations malencontreuses et condamne des agissements qui ne sont pas dignes d'un responsable politique de premier plan. Pour le mouvement uni pour le Mali, UPM, au moment où le pays est confronté à des difficultés majeures, l'heure doit être à la recherche de solutions pour soulager la souffrance des populations et non pour diviser. Le mouvement uni pour le Mali condamne avec fermeté les discours du président du M5 RFP. Les partis demain, c'est aujourd'hui, s'interrogent sur l'opportunité et les vraies motivations de cette déclaration publique et condamne les propos, je cite, mensongers et déstabilisateurs de Dr Choguel Kokala Maïga. La Fédération des organisations et des regroupements de soutien aux actions de la transition forçate civile dénonce avec force des propos qui portent atteinte à la crédibilité des actions menées par les plus hautes autorités. Elle condamne sans réserve des propos qui trahissent l'idéal de cohésion indispensable à toute action gouvernementale. Le Rassemblement démocratique africain RDA Mali lance un appel vibrant et solennel à l'unité nationale. Les sages de Ségou condamnent avec la dernière énergie les déclarations malencontreuses du Premier ministre et les réitèrent leur soutien sans faille aux autorités de la transition et appellent les Maliens à la vigilance. Le collectif pour la défense des militaires se pose des questions sur la cohérence et la pertinence des sorties du chef du gouvernement depuis un certain temps. Pour le CDM, ses propos ne cadrent pas avec son rôle d'acteur de la transition. Les FPR Maliko invitent le Premier ministre à tirer toutes les conséquences de ces propos et ils réitèrent leur soutien indéfectible aux autorités de la transition. Les partis lumières du peuple qualifient les discours, je cite, d'irresponsables couronnés d'actions de déstabilisation et de mépris contre le peuple malien et les autorités de la transition. Fin de citation. Le Front populaire des jeunes déplore la gravité des déclarations de l'ex-président du comité stratégique du M5 RFP. Ce discours se tient à un moment où l'union sacrée est nécessaire pour consolider les acquis de la transition. Le bureau politique national du parti ANCD Mali condamne fermement les propos du Premier ministre. Le comité stratégique du M5 RFP, présidé par l'imam Oumarou Diarra, a appris avec indignation les propos tenus par le Premier ministre visant à déstabiliser l'État par une atteinte manifeste de son crédit. Le comité stratégique du M5 RFP appelle à l'union sacrée autour de nos forces de défense et de sécurité pour la réussite de la transition. 7h28 à Tafasilga et à Djema, c'est donc tout pour ces journaux. Merci, grand merci à Batraourich et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques à Lou Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, à la coordination Ousmane Daou, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens, c'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo suivie des avis et communiqués avec Foussine Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Ashita Salou Maïga pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Montse, philosophe chinois. Le bonheur et le malheur ne viennent que de nous-mêmes. Oui,
le bonheur et les malheurs ne viennent que de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.